garder confiance en la recherche. Alors, retour à MAM, hein, nous sommes à Tours pendant 2 jours, depuis hier jusqu'à ce soir, 20h. Alors, MAM, c'est un lieu de création, un lieu d'innovation, et c'est vrai qu'ici, eh bien, vous pouvez le voir, un espace de coworking, un endroit pour prendre des cafés pendant ces assises, et puis il y a l'endroit où l'on débat, où l'on fait également du face-à-face, du café des assises, en tous les cas, où l'on parle, on échange et on fait du retour d'expérience. Et c'est ce que l'on va faire maintenant avec Catherine Boulet, puisque on va s'intéresser à ces 55 jours de breaking news, avec un seul sujet traité, et 80% du temps d'antenne et des colonnes sur un seul sujet. Alors, pour les magazines dont l'essentiel de l'actualité a disparu, comment faire et que faire exactement, que traiter comme information? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Catherine Boulet et ses invités. Oui, si vous étiez avec nous hier, vous avez entendu le patron de presse de Society, Franck Hanès, qui nous expliquait que lui, il avait survécu avec SoFoot, par exemple, en faisant des pas de côté. Des chroniques sur les matchs qui étaient passés. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on s'appelle l'équipe et qu'on n'a plus de matchs de foot de Ligue 1, de Top 14, pas de tournoi de Roland-Garros, pas de Wimbledon, pas de JO? Eh bien, on a un invité aujourd'hui, Jean-Philippe Leclerc, directeur adjoint de la rédaction de l'équipe, qui va nous expliquer quelles astuces il a trouvées pour vivre pendant ce temps-là. Et puis nous rejoindra dans quelques instants Fabienne Pasco, qui elle aussi a été confrontée donc à la même problématique. Elle, c'est la patronne de Télérama. Plus de culture, plus de cinéma, plus de théâtre, plus de musique, plus de festival. Comment on fait? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour garder leurs lecteurs, pour les intéresser? Quels angles on développe? Voilà, ils sont là tous les deux pour nous parler. Jean-Philippe Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous vous êtes débrouillé pendant cette période-là? D'abord, est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez eu un moment de sidération quand tout d'un coup vous vous êtes dit « Ok, tout s'arrête » ? Ah oui, clairement, oui. Clairement, notre dernière une consacrée à une compétition sportive, j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres et des dates, donc je l'ai noté, c'était le lundi 16 mars. Et c'était Sébastien Ogier qui avait remporté le rallye du Mexique. Et notre titre, c'était Plus vite que la peur. Donc, c'était prémonitoire. Voilà, cette peur, c'était aussi la nôtre. Et effectivement, on a compris, alors on s'est intéressé au Covid assez vite. Je crois qu'on a dû faire une à peu près 10 jours plus tôt, quand les compétitions étaient déjà arrêtées au Japon. Et là, effectivement, il y a une sorte, on s'est préparé, y compris technologiquement. Donc là, vous avez eu une réunion de crise très concrètement, et quelle a été la nature de vos échanges? Alors on a eu plusieurs réunions. On a eu des réunions déjà pour savoir comment on allait s'adapter pour pouvoir continuer à sortir le journal et le site. Savoir si on allait basculer, télétravail ou rester sur place, etc. Et l'organisation, en un mot? Donc l'organisation, c'est qu'en fait, on a basculé complètement en télétravail le lendemain, c'est-à-dire le 17 mars. Le mardi, on a fait un journal qui était entièrement réalisé hors du siège, loin du siège. Donc effectivement, et là, ça a été une période de vertige où effectivement, on a commencé à comprendre que tous nos événements sportifs étaient reportés, annulés. Enfin voilà, c'était nous, on a quand même, contrairement à d'autres quotidiens comme Libération, Le Monde, on a un calendrier quand même assez précis. On sait qu'il y a telle journée de foot à tel moment, tel donc l'agenda n'existait plus. Voilà, tout a explosé. Et en fait, on s'est dit, donc on a commencé à regarder nos unes potentielles pour la semaine d'après. On s'est dit, ça va tenir, il n'y a pas de souci. En revanche, dans 2 semaines, on va être obligé d'arrêter parce qu'il n'y aura plus rien. Et puis on est arrivé à la semaine suivante et on s'est dit, bon, la semaine prochaine, on a ce qu'il faut, mais en revanche, dans 2 semaines, on va être obligé d'arrêter parce qu'on n'aura plus rien. Et en fait, on a avancé comme ça. On avait une visibilité à 1 semaine, 10 jours. On arrivait un peu à se projeter. Et puis on a tenu comme ça jusqu'au bout, puisque la première une où on a à nouveau parlé d'un événement sportif, c'était la reprise du championnat d'Allemagne de football. C'était 2 mois après. Donc dans l'intervalle, vous avez choisi d'être malin, de trouver des sujets sur les sportifs et l'épidémie. C'est comme ça que vous vous en êtes sorti. Alors, moi, je dois dire que, paradoxalement, j'en garde un très bon souvenir. Ah bon? Ouais. C'était pas un cauchemar? Non, pas du tout. Ça a été un cauchemar.
On a eu des moments très durs parce qu'on a eu des malades au journal. On a eu un malade en particulier, Vincent Duluc. Vincent Duluc, qui est assez connu. Vincent Duluc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une des grandes signatures de l'équipe. C'est un éditorialiste avec une plume assez acérée. Ça fait partie des piliers du journal, on peut le dire comme ça. Oui, donc Vincent a été hospitalisé 3 semaines, je crois, avec des très bas, des hauts et des très bas. On a vraiment eu peur un moment pour lui, donc tout ça c'était assez anxiogène. Mais après, éditorialement parlant, journalistiquement parlant, c'était très exaltant parce que effectivement, on n'avait plus la possibilité de se dire bon, il y a un match de Ligue des Champions, donc ça c'est 6 pages, et puis après on va basculer sur Roland-Garros, 8 pages. On avait l'angoisse non pas de la page vide, mais des 24 pages vides. Donc il a fallu se creuser la tête. Et tous les jours. Qu'est-ce que vous avez trouvé alors ? Alors déjà, on a trouvé, en fait, on nous a dit oui, comment vous faites ? Il n'y a plus d'actualité sportive, ce qui n'est pas tout à fait le cas. En fait, il n'y avait plus de compétition sportive, et ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait plus d'actualité sportive. Et l'actualité sportive, elle a été fortement impactée par le Covid. Donc, on a fait évidemment, on a un peu, on a un peu enterré nos compétitions. Donc, on a fait des unes pour expliquer que le Tour de France était reporté, que Roland-Garros aura lieu en automne. Et après, on s'est intéressé aux sportifs parce que forcément, étaient très impactés par tout ce qui se passait, par tous ces changements de calendrier. Donc, quand vous êtes un sportif, vous êtes une mécanique de haute précision, vous êtes calé sur un objectif. Au jour près, vous savez ce que vous allez faire. Et là, d'un coup, on vous dit ah tiens, au fait, on a oublié de te dire, mais Roland-Garros, c'est plus en mai, ça va être à l'automne. Donc, effectivement, les Jeux Olympiques, on t'avait dit que ce serait en 2020, et en fait, ça va être en 2021. Donc, pour eux, ça change tout. Et donc, eux, ils ont dû s'adapter encore plus que nous. Et donc, on s'est intéressé à eux en train d'essayer de s'adapter et de comprendre ce qui leur arrivait, etc. Et donc, et après, on a essayé d'avoir... ce qu'on s'est dit, l'actualité est tellement anxiogène et le Covid est tellement traité partout, tout le temps. Même nous, on avait un effet de saturation alors qu'on est journaliste à regarder les chaînes, etc. Donc, on s'est dit, a priori, les gens qui continuent à acheter l'équipe, ils ont peut-être aussi envie qu'on leur raconte autre chose. Donc, un peu comme Franck Hanez a dû vous le raconter hier, on a essayé d'aller chercher des histoires. Donc, on a fait pas mal de vintage, de bons vieux temps. Il y a 20 ans, c'était la victoire de Bernard Hinault à Liège-Bastogne-Liège. Dans les archives. On est allé chercher dans les archives. Après, on a essayé de traiter une actualité anxiogène de la façon la moins anxiogène possible. Je vous donne un exemple. On a appris le même jour que les Jeux Olympiques de Tokyo étaient reportés d'1 an, et le même jour, on a appris la mort du créateur d'Astérix. Et donc, on s'est dit, on a fait une où on a combiné un peu les deux, et en fait, on a rendu hommage à Uderzo. Et au lieu de faire une un peu plombée en disant oui, bon, les Jeux reportés d'1 an, voilà, on a mis Astérix en une, et on a fait Astérix aux Jeux Olympiques, et on a transformé le 2020 en 2021. Et du coup, c'était une façon un peu moins désespérée et un peu moins plombée de traiter d'une actualité qui était quand même pas très réjouissante, c'est sûr. Alors derrière moi, Fabienne Pasco, bonjour. Vous êtes la directrice de Télérama et j'espère qu'on va vous entendre parler. Si la régie veut bien nous mettre un peu de son, ce serait formidable. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, vous êtes là. Moi, je vous entends très bien, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on vous entend parfaitement. Vous avez donc entendu Monsieur Leclerc de l'équipe expliquer un petit peu comment lui, il a procédé quand les matchs de foot et de rugby et les tournois disparaissaient les uns après les autres. Est-ce que vous avez eu la même réflexion ? C'est-à-dire d'abord la sidération, le cauchemar, le moment de crise, et puis finalement peut-être un bon moment pour se creuser la tête et peut-être prendre du plaisir à ce défi journalistique. Cauchemar et de sidération, je suis d'accord avec Jean-Philippe quand il dit que ça a été un moment pour nous, au contraire, d'excitation, de travail journalistique. Alors évidemment, la sidération, on l'a partagée avec la population française, hein, mais dans notre métier, dans notre profession, je trouve que ça a été pas du tout un moment de peur, mais un moment de remise en question, et ça a été formidable. Par exemple, l'expérience du télétravail. Il a fallu se mettre en télétravail immédiatement. À Télérama, on n'avait jamais fait ça. Même notre pratique du numérique n'était pas partagée à 100% par les journalistes. Ils ont été obligés de s'y mettre.
Donc ça a été l'occasion d'un formidable bond en avant. Et notre site y a beaucoup gagné, et la réflexion sur le site, autant que sur le magazine, a vraiment beaucoup progressé. Donc cette période, elle a été vraiment très très riche. Elle a été vraiment très riche. Ce qu'il a fallu faire, alors évidemment, il y a eu du côté des équipes un moment d'angoisse, comment on allait remplir les pages. Donc on a aussi, à cause de l'agenda culturel qui fait quand même une bonne partie de notre pagination, on a réduit la pagination. Ce qui permettait aux équipes de mieux travailler, c'était plus rationnel parce qu'on avait quand même aussi moins de pages à remplir. On a carrément arrêté Sortir, qui est notre supplément parisien, on ne l'a repris qu'en juin. Et pour ne pas décevoir les lecteurs avec cette baisse de pagination, on a réfléchi à maintenir un lien sans arrêt avec les lecteurs, par mail, avec les abonnés sur notre site, pour leur dire que c'était compliqué pour nous et pour qu'ils partagent avec nous cette réflexion nouvelle et pour pas qu'ils souffrent de la baisse de la pagination. C'est pour ça qu'on n'a pas vu vraiment de différence de baisse au numéro en vente et que les abonnés ne se sont pas trop plaints de la baisse de la pagination, parce que sur le site, ils ont pu trouver de quoi compenser largement ce qu'on ne mettait plus sur le papier. Est-ce que vous aussi, vous avez été chercher les artistes pour voir comment ils vivaient confinés, comment ils vivaient l'épidémie? Est-ce que vous vous êtes tourné vers eux en confinement? Bien sûr, le seul problème, c'est que tout le monde a fait ça. Donc, on l'a fait, mais il a fallu trouver autre chose aussi. Les artistes, plutôt que les plaintes et les douleurs qu'à juste titre, chacun pouvait pousser, on a plutôt essayé de voir ce que certains faisaient sur le numérique. Parce qu'il y a quantité d'artistes, là j'ai en tête Robert Plagnol, par exemple, qui a tout de suite fait des spectacles spécialement réservé pour le numérique. Donc, il y a quantité d'artistes qui se sont redéployés, des chanteurs, des musiciens sur le numérique. Donc, comme disait Jean-Philippe, on a plutôt essayé d'aller, pour ne pas désespérer les lecteurs, d'aller vers les initiatives positives. Sur le site, on a fait un axe plutôt sociétal. Télérama repose toujours sur le côté culture et société, la société expliquée par la culture et comment la culture éclaire la société. Donc on a toujours ces deux axes. Et là, grâce à l'équipe de reporters qui s'est vraiment donnée à fond au journal, on est parti voir les acteurs finalement qui ont fabriqué, pas qui ont fabriqué, mais qui ont travaillé au Covid, à savoir aussi bien les gens de l'hôpital, les soignants, que les pharmaciens, que les épiciers qui continuaient à travailler quand même. Est-ce que vous sortiez pas un peu de votre, est-ce que vous sortiez pas un peu de votre axe? Est-ce que vous sortiez pas un peu de votre mission de Télérama, on va dire? Ben, si, mais c'est ce que les gens attendaient. On travaille aussi pour des lecteurs. Et toute la, souvenez-vous, comme tout le monde était sidéré par ce qui se passait, donc c'était un moyen aussi de répondre à leurs attentes. En même temps, on a demandé à la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury de tenir quotidiennement pendant 2 mois le journal du confinement. Donc on a gardé quand même la part du travail intellectuel et culturel, mais en se redéployant autrement. On a réfléchi, on a un secteur enfant qui marche très bien à Télérama. On a réfléchi à comment occuper les enfants culturellement pendant le confinement. On a réfléchi aussi en alliant le plaisir, comment essayer de faire les recettes de cuisine qu'on voit dans les grands films. Enfin, vous voyez, il a fallu être inventif tout le temps, mais c'était amusant aussi, hein, si on ose dire le terme amusant. Alors vous, Jean-Philippe Leclerc, tout ça, ça a duré un temps. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, on va voir les sportifs en confinement, on va voir comment ils gèrent ce changement de calendrier. Puis au bout d'un moment, vous vous êtes dit, bon, là, ça suffit, on en a trop fait.
Non, c'est pas exactement passé comme ça. C'est-à-dire que nous, notre actualité, effectivement, dans un premier temps, ça a été de rendre compte du report des compétitions, de leur annulation. Après, en fin de confinement, on a eu le contraire. C'est-à-dire, on a eu J-12 ou J-14 avant le retour de certaines compétitions. Donc, et entre-temps, on n'a pas fait de recette de cuisine, nous, mais effectivement, comme on dit dans notre jargon, on a joué vraiment tous les ballons. C'est-à-dire que dès qu'un sportif faisait le moindre truc sur la planète Terre, on se précipitait dessus et on faisait un papier. C'est-à-dire que là, vous êtes exemple je sais pas, c'est juste un exemple, mais je me souviens, il y a donc un rugbyman français qui s'appelle Bastaro, qui est parti jouer à New York. Bastaro à New York, c'est une actu sympa, mais c'est pas non plus le championnat américain de rugby est quand même assez faible. Et donc Bastaro s'est retrouvé, je sais plus combien on a fait, mais on a fait en tout, on a dû faire 3-4 pages sur Bastaro à New York, quoi. Bastaro va à New York, alors qu'en temps normal, Bastaro joue à New York, Bastaro revient de New York. Donc effectivement là, quand vous êtes sur un os, il faut vraiment le ronger à fond, quoi. Donc je fais une toute petite parenthèse. Vous vous êtes aussi intéressé aux sportifs qui donnaient un coup de main dans les hôpitaux. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, effectivement, ça nous a semblé important parce qu'on a quand même un bon réseau parmi les sportifs et ex-sportifs, et on s'est rendu compte que comme tous les autres secteurs de la société, les sportifs ou ex-sportifs de haut niveau étaient mobilisés, en particulier dans les hôpitaux, et donc on a décidé de consacrer une de l'équipe à ceux qu'on a appelés nos héros, et notamment une ancienne basketteuse professionnelle qui s'appelle Leïna Badiane, et donc elle s'est retrouvée en une de l'équipe, je sais plus quelle date, mais même 2 fois en une de l'équipe, parce qu'en fin de confinement, on a fait le top 30 de ceux qui avaient compté pendant le confinement, et elle était assez haut, donc voilà, elle s'est retrouvée 2 fois en une de l'équipe comme infirmière, ce qui lui était jamais arrivé en tant que sportive, mais pour nous, elle était vraiment symbolique de cette volonté du monde du sport de faire sa part du boulot, je dirais, et ça a été une des très belles histoires de ce confinement. Et ensuite, vous avez un peu changé votre fusil d'épaule et vous avez raconté les imposteurs du sport. Vous êtes vraiment allé chercher d'autres histoires, en fait, avec un pas de côté. On s'est un peu mis en configuration été, c'est-à-dire que en gros, la pagination minimale du journal L'Équipe pendant l'année, c'est 28 pages. Sauf l'été où on passe à 24 pages. Donc là, on a été à 24 pages. Donc on avait 4 pages de moins, et en fait, on fait souvent des séries à Noël et pendant les vacances d'été, parce qu'il y a un peu moins d'actu, etc. Là, on a fait 2 séries par jour. Donc on a fait des séries, mais là, c'est moi qui m'en suis occupé. J'étais très clair par rapport au service. Je leur ai dit, dans les séries, je veux pas entendre parler de maladie, je veux pas entendre parler de Covid, je veux pas, voilà. Ce qui voulait pas dire que je voulais des séries uniquement sur l'actualité joyeuse et sympathique du sport, mais en tout cas, c'était des séries qui devaient parler d'autre chose. Donc on a fait une série sur le Didier Deschamps, entraîneur, très tactique. On a fait les imposteurs du sport. On a fait une série sur les femmes journalistes à la télévision, et c'est dans le cadre de cette série qu'on a fait une interview de Clémentine Sarlat, qui a révélé en fait l'espèce d'ambiance très malsaine qui régnait à Stade 2 à l'époque où elle y était. Donc vous avez profité du coup. Et ça, par exemple, pour faire un scoop. C'est le papier qu'on a le plus vendu sur le numérique. Voilà. Plus que depuis le début de l'année. C'est-à-dire que plus même que les notes des matchs du PSG qui avaient eu lieu avant le confinement. Donc voilà, on a essayé de raconter à la fois ce qui se passait, parce qu'il y avait toujours une actu, et puis on a essayé de raconter aussi autre chose. On s'est plus raconté nous aussi. C'est vrai que nous, on n'est pas trop. Je sais qu'il y a pas mal de confrères, et c'est pas une critique, hein, c'est juste une constatation, mais qui font beaucoup de making of, qui racontent, voilà comment on a fait tel. Nous, on n'a pas trop cette culture-là. Là, on s'est un peu obligé à le faire. Donc, on a fait 2 pages sur effectivement comment on imprimait le journal au temps du Covid, donc avec un reporter et un photographe qui sont allés de nos imprimeries dans l'Ain jusqu'à une maison de la presse à Divonne-les-Bains. Et c'était aussi une façon de remercier les lecteurs et de remercier tous ceux qui continuent à travailler malgré le Covid. Vous avez évoqué le nombre de clics sur cet article sur les femmes journalistes et sur le succès que ça a pu avoir. Est-ce que les ventes en ont souffert de ce moment? Parce que vous disiez quand même de manière très très honnête, c'est vrai qu'on avait un os à ronger, on y allait jusqu'au bout, mais est-ce que ça a intéressé les lecteurs? Alors,
Je pense qu'il faut intéresser les lecteurs et les ventes. Pour moi, c'est pas exactement la même chose parce que les ventes, il y a une partie industrielle qui là était encore plus importante. Donc là, il faut faire la distinction entre les ventes papier, donc en kiosque, les ventes journaux. Nous, par exemple, contrairement à Télérama, on n'a pas d'abonnés, très très peu d'abonnés papier. Donc on dépend de la vente kiosque. Combien d'abonnés ? Enfin, c'est vraiment négligeable. Il ne faut même pas en parler. Non, parce qu'en fait, on boucle tellement tard. Nous, on boucle à minuit et demi, qu'en fait, c'est trop compliqué d'amener le journal très tôt chez les gens. Donc du coup, on a très peu d'abonnés papier. Et du coup, les ventes kiosques, pour vous donner une idée, avant le Covid, on était à une moyenne à peu près de 90 000 par jour. Pendant le Covid, on est retombé au début du Covid, on était à 20 000. Parce que les gens sortaient plus de chez eux, parce que quand ils sortaient de chez eux, il y avait des kiosques qui étaient fermés. Il y avait même à un moment des gens qui avaient peur d'attraper le Covid en prenant des objets, en prenant les journaux. Donc on est vraiment redescendu à la cave, quoi, à 20 000. Et après, on est remonté. Mais là, on n'a toujours pas retrouvé exactement le nombre de lecteurs en kiosque, en tout cas, qu'on avait avant le Covid. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire un parallèle un peu compliqué, enfin, pendant les attentats de 2015, on avait perdu 10% de nos lecteurs parce que les gens avaient autre chose à penser, l'actualité, tout ça. Là, on est toujours à moins 20%. Donc on continue à souffrir énormément du confinement, du post-Covid et du fait que voilà, on a des lecteurs papier qui ont pris d'autres habitudes, qui ont d'autres soucis. En revanche, sur les ventes numériques, là oui, on a progressé. On a pris plus de 30 000 abonnés numériques, ce qui est moins que des journaux comme Libé, Le Monde, Le Figaro, qui étaient vraiment au cœur de la mêlée. Mais pour nous, plus 30 000, bon, on a aussi fait c'est vrai qu'on a fait des promos, on a un peu cassé les prix, mais plus 30 000 sur une période où il n'y a pas de compétition, pour un journal, enfin pour un titre de sport, c'est plutôt pas mal. Donc on a vu le fossé se creuser entre papier et numérique et malheureusement voilà, le papier en sort vraiment très secoué et le numérique continue à progresser. Est-ce que ça veut dire que vous êtes peut-être à un tournant et que c'est le moment où tranquillement vous allez abandonner le papier pour être exclusivement numérique ? Non, je pense qu'on n'en est pas encore à ce point-là. Plus qu'un tournant, ça a été un accélérateur. C'est-à-dire que tous les points de passage qu'on avait, toutes les projections qu'on pouvait faire avant le confinement, en termes de combien de ventes on va faire, notre marche vers le numérique sans abandonner le papier, parce que nous on est toujours dans un discours qu'on ne doit pas abandonner le papier. Tout ça a accéléré de façon incroyable. Et effectivement, le fossé s'est encore plus creusé dans des proportions. Enfin, je sais pas. Je pense que ce qu'on a vu là en l'espace de quelques mois, normalement, on aurait dû le voir on aurait dû compter en termes d'années. C'est-à-dire que c'est vraiment un calcul à la louche, mais ce qu'on avait prévu sur 2 ans, ça s'est passé en 3 ou 4 mois, quoi. Et pour la pub, comment ça s'est passé ? Est-ce que les annonceurs étaient toujours présents ou est-ce qu'ils vous ont abandonné pendant cette période ? Les annonceurs sont quand même assez rarement solidaires. C'est pas leur qualité première. C'est-à-dire que ils vous préfèrent toujours fort que faible. Donc là, on n'était pas très. Donc on a perdu à peu près 70% de la pub. Ah, c'est énorme. Ce qui est énorme. Alors là, ils reviennent. Ils reviennent gentiment, ils reviennent doucement, mais ils reviennent quand même. Donc je vais pas en dire trop de mal. Mais effectivement, on a souffert sur tous les tableaux. En revanche, notre grande consolation, ça nous a vraiment aidé à tenir. C'est-à-dire qu'à un moment, on a eu une équation économique où très clairement l'actionnaire et la direction générale nous ont dit, si là on arrête de publier le journal, en fait on va perdre moins d'argent que si on continue à le publier. Et malgré ça, et je pense qu'on peut les en remercier, on a quand même continué à publier tous les jours. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'interruption dans la publication du quotidien L'Équipe, du magazine oui, mais pas du quotidien. Qu'est-ce qui a motivé justement la décision
de maintenir la publication du journal? Parce que quand on vous dit vous allez perdre de l'argent à faire votre journal, il doit y avoir quand même un moment d'hésitation. Parce qu'en fait, on a eu un retour assez formidable des lecteurs, papier, internet, ou même des confrères, ou même des gens qui n'avaient pas l'habitude de nous lire. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens se sont rendus compte, un peu comme Télérama aussi, je suppose, qu'ils se sont dit, mais enfin ces gars-là, ils n'ont plus un poil de compétition et ils continuent à sortir tous les jours. Donc nous, on est d'ordinaire un journal qui attire beaucoup la polémique, même des fois l'insulte sur les réseaux sociaux. Voilà, on est canardé par des gens de Marseille qui trouvent qu'on est trop PSG, des Parisiens qui trouvent qu'on est trop Marseillais, des Lyonnais qui trouvent qu'on est trop Stéphanois, etc. Et là, d'un coup, il y a une sorte de consensus où subitement, même sur les réseaux sociaux, on disait plus de mal de nous, où on disait au contraire, voilà, c'est formidable ce que vous faites et tout. Et je pense que pour la communauté sportive, on a vraiment eu un rôle. C'est-à-dire que tout se cassait la gueule, mais il y avait quand même toujours ce repère. Tous les jours, l'équipe paraissait. Et du coup, ça nous a vraiment aidé à tenir et à convaincre nos patrons de dire, voilà, si même nous, on s'arrête, les gens nous en voudront. Et là, le fait qu'on n'arrête pas, les gens nous en seront reconnaissants. Et on a continué comme ça, en perdant de l'argent, mais en gardant notre morale. Fabienne Pascaud, pour vous, la question s'est posée de manière différente, parce que vous avez une grande force, ce sont vos abonnés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler combien vous en avez? 430 000. Ce qui est énorme dans le paysage actuel de la presse. En revanche, en kiosque, moins de numéros vendus, hein, c'est ça? Oui, en kiosque, évidemment, les ventes baissent. On en est maintenant à 40-45 000. Donc pour vous, la question des annonceurs, c'est moins posée? Non, ça a été la Bérésina aussi. Hein. Les annonceurs, ils nous ont un peu lâchés. Là, comme le dit Jean-Philippe, ça revient un peu, mais en gros, ils nous ont quittés à 60%. Hein. Il n'y avait plus de pages de pub, donc déjà qu'on a réduit la pagination, on s'est retrouvé à un journal un peu maigrichon, vraiment. Est-ce que vous, comme avec Jean-Philippe, vous avez tissé une autre relation avec les artistes, les hommes ou les femmes de médias qui sont vos interlocuteurs naturels? Est-ce qu'il y a eu donc d'autres relations tissées avec votre vivier? Bien, écoutez, nous déjà, comme point de départ, on s'était dit que pendant ce confinement, il fallait défendre les artistes. On avait un rôle énorme parce que les artistes, c'est vrai qu'on est solidaires. Hein, on vit grâce à eux, grâce à ce qu'ils font, grâce à ce qu'ils créent. Donc là, en période dure pour eux, l'important c'était aussi de les soutenir dans tout ce qu'ils pouvaient faire, dans les questions qui se posaient, les initiatives qu'ils prenaient. Donc on a eu un suivi de ce qui se passait dans les grandes institutions, de ce qui se passait dans les compagnies, de ce qui se passait en musique. On a vraiment voulu les accompagner, mais sans être doloriste pour autant, hein, parce que je pense qu'il faut montrer au contraire que la culture est vivante, résiste, se bat en toutes circonstances. Donc les lamentos, non, pas trop. Il faut montrer un visage plutôt combatif de la culture pour montrer qu'elle nous accompagne malgré tout, toujours et tout le temps, et qu'elle est utile. Je pense que les médias ont eu un rôle important aussi pendant cette période de confinement. Il faut pas céder à la panique et transmettre la panique aux lecteurs. Il faut au contraire leur apprendre à vivre avec, à vivre malgré tout, à vivre quand même et à vivre le mieux possible et donc ne pas lâcher la culture. On a eu par exemple, nous on s'est redéployé à Télérama beaucoup sur les écrans parce que quand les gens sont chez eux, forcément, ils regardent beaucoup plus la télé, mais les plateformes, mais YouTube. Donc, on a multiplié notre offre là-dessus. On a multiplié aussi notre offre sur les livres, par exemple. Le secteur des livres a très bien marché, hein, n'a pas trop souffert pendant le confinement. Donc on s'est redéployé en
en revisitant les grands classiques, en montrant des manières de vivre autrement. Donc on a cherché à accompagner la culture et les secteurs, la musique aussi a été assez vivante et a bien tenu le coup pendant le confinement. Donc on a essayé d'être présent sur ces secteurs-là tout le temps. Alors c'est vrai que vous avez fait un numéro spécial sur les 20 classiques qu'il fallait lire, qui était intéressant. Une petite pause pour dire, si vous n'avez pas lu Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, il faut y aller. Il faut lire Victor Hugo, il faut lire Flaubert. Ça, c'est vrai que c'était un retour vers les fondamentaux aussi chez vous, comme on dit en langage sportif. Bien sûr, c'était les stories ou les archives dont parlait Jean-Philippe tout à l'heure. C'était un retour aux fondamentaux, et puis toujours ce besoin d'histoire, ce besoin de ressourcement, de patrimoine culturel qu'ont aussi besoin les lecteurs en période de panique et d'incertitude. C'est retrouver l'essence même de la culture dans ce à quoi elle permet de réfléchir, de penser, de s'ancrer dans le monde. Finalement, sur les numéros passés ces derniers mois, combien est-ce que vous en avez consacré, vous, au Covid ? Au Covid, nous, on a toujours eu une approche du Covid pas trop chiffrée, pas trop scientifique, pas trop vraiment directement médicale. On a eu plutôt une approche sociétale, ce que les contraintes sanitaires pouvaient changer dans les comportements sociaux, pouvaient changer dans les pratiques culturelles. Donc, on a, pendant le temps du confinement, c'est vrai aux 3/4, on a consacré ça aux conséquences du Covid, aussi bien du point de vue de la culture que de la société. Alors, quelle va être la une de la semaine prochaine ? La une de la semaine prochaine, on a entrepris une enquête sur les 2 générations dont a souffert, qui ont eu le plus à souffrir du Covid. On a fait un diptyque sur les jeunes et les vieux. Alors les jeunes, parce que souvent leurs études ont été interrompues et parce qu'ils ont à souffrir là de l'entrée dans le marché du travail. Ça, c'était la première génération qui a eu à pâtir, qui a été dans la tempête, comme on l'a dit sur la couverture. Et les vieux, parce que souvent, alors les cas extrêmes, ce sont les personnes âgées isolées dans les EHPAD, les personnes âgées isolées dans leur appartement, comment ils peuvent se débattre. Enfin bref, toutes les questions qu'on peut se poser et qui sont devenues encore plus radicales sur le 3e âge en période de confinement. Et donc, ça sera la couverture de notre numéro de la semaine prochaine, avec une femme de 80 ans, artiste particulièrement dynamique qui est Masha Merrill. Elle donne vraiment, elle n'a jamais été vieille, Masha Merrill a 100 ans, elle sera toujours pas vieille, et elle donne rudement envie de franchir les années, parce qu'elle explique, c'est notre invitée, et elle explique dans l'interview que finalement, plus elle vieillit, plus elle s'enrichit, plus elle se connaît mieux, plus elle ose, moins elle a de contraintes. Évidemment, elle a la chance d'être en bonne santé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. L'équipe, c'est aussi l'équipe week-end. Est-ce que vous savez ce que vous faites ce week-end ? En une du magazine ? Ouais. Oui, ça je sais. On a une, je pense, qui va faire parler, parce qu'on fait un numéro consacré aux seins. Oh. Oui. Ce qui vous arrive ? Les sportives, les seins, qui sont parfois un ami et souvent un ennemi de la sportive. Donc est-ce qu'on met une brassière, un soutien-gorge ? Exactement. C'est un peu dans le droit fil de l'enquête initiée par Marianne, c'est ça, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ? Non, j'ai pas suivi, donc on s'est pas inspiré de ça, mais voilà, c'était une question un peu tabou dans le monde du sport et qu'on pose dans l'équipe magazine de demain. D'accord, donc vous brisez un tabou. Oui, enfin, en tout cas, on s'intéresse à une question à laquelle on s'était jamais intéressé. Voilà, ça c'est sûr. Est-ce que ça a changé votre pratique de fabrication du journal ces derniers mois ? Est-ce que vous vous êtes réorganisé ? Est-ce que vous avez des réflexions à plus long terme sur la manière dont vous allez journaler, entre guillemets ? Alors sur l'organisation elle-même, on est encore en plein dedans en fait, parce que nous on est retourné en partie au siège, mais on est encore très dépendant, comme toutes les rédactions
rédaction, comme toutes les entreprises françaises, des cas contacts. Donc dès qu'on a un collaborateur qui est symptomatique, donc les 3-4, les personnes qui ont travaillé avec lui restent à la maison, vont passer un test et tout ça. Donc nous, notre organisation, par exemple, les reporters ne sont pas revenus au journal. Les reporters continuent à travailler en reportage ou chez eux, mais ils ne sont pas revenus au journal. On a uniquement les gens qui fabriquent qui sont sur place. Donc au niveau de l'organisation, on n'est pas du tout revenu à une situation normale. Est-ce que vous les envoyez en reportage moins fréquemment ? Par la force des choses, oui, parce que c'est plus compliqué. Juste pour vous donner un exemple, donc on a eu un Tour de France qui était dominé par les Slovènes, avec Pogačar qui est donc forcément, traditionnellement, on va en Slovénie. Et là, c'était tellement compliqué d'aller en Slovénie en termes de quatorzaine pour y aller, pour en ressortir, etc., que en fait, on n'est pas allé en Slovénie. Sur le championnat anglais, on n'a pas d'envoyés spéciaux parce qu'effectivement, Alors vous traitez comment si vous n'êtes pas sur place ? On le traite à la télé, on regarde le match à la télé, on passe des coups de fil aux confrères, aux agents, voilà, on se débrouille quand même. Mais c'est sûr qu'on fait la plupart des interviews se font par téléphone ou par Zoom, y compris quand on est dans le même lieu. C'est-à-dire que là, on a des interviews au Roland-Garros avec des joueurs qui sont à Roland-Garros et nos journalistes qui sont à Roland-Garros, mais elles se font quand même par Zoom ou par téléphone. Il y a des conférences de presse en foot en particulier où vous voyez l'entraîneur, vous avez l'impression qu'il répond à des journalistes, mais en fait il répond à une salle vide. Et les journalistes sont devant leurs écrans, ils posent leurs questions et écoutent leurs réponses. D'ailleurs, nous, on a une crainte par rapport à ça, c'est-à-dire que on est quand même dans un milieu où en tout cas au niveau des agents, au niveau des grandes équipes, moins ils communiquent, mieux ils sportent. Ouais. Donc là, avec le Covid, ils avaient un encouragement à nous fuir et à encore limiter les accès. Et on se rend compte que eux, sur ce point-là, ils déconfinent pas du tout. C'est-à-dire que, en gros, Covid, pas Covid, on a l'impression qu'ils ont pris d'encore plus mauvaises habitudes pour nous laisser à distance. C'est vrai que vous avez quand même eu des séquences très fortes là dernièrement, PSG, Bayern, etc. Tout ça, c'était des grands rendez-vous sportifs, des moments phares pour vous. Ça n'a pas permis de renouer le lien avec les sportifs, avec les agents, avec les patrons ? Enfin, avec les sportifs, ça dépend s'ils gagnent ou s'ils perdent. C'est-à-dire que quand ils gagnent, vous renouvelez assez facilement le lien, mais quand ils perdent, voilà, donc on a des relations qui sont pas toujours très simples avec les grands clubs de foot, type en particulier le PSG, mais aussi Marseille ou Lyon, etc. Il y a des hauts et il y a des bas. Après, avec les sportifs, enfin, ce qu'il faut dire, c'est qu'il s'est quand même passé des choses assez formidables aussi pendant le confinement. Juste pour vous donner un exemple, donc Renaud Lavilloni, qui est un de nos meilleurs perchistes, il a installé un sautoir dans son jardin. Donc lui, il continuait à pratiquer le saut en hauteur dans son jardin. Et on a envoyé là-bas, donc on était vraiment en plein confinement. Là, c'était vraiment, on était en plein dedans. Et on a envoyé un reporter là-bas, qui s'appelle Nicolas Herbelot, avec un photographe. Donc il n'y avait plus de train. Donc ils ont pris la voiture pour aller à Clermont-Ferrand. Ils ont passé la journée avec Renaud Lavilloni. Et Nicolas Herbelot connaît Lavilloni depuis ses débuts. Mais Nicolas m'a dit en rentrant, il m'a dit, voilà, je pense que dans 30 ans, quand je reverrai Lavilloni, on ne se reparlera pas de son titre olympique à Londres, on se reparlera du jour où je suis venu le voir pendant le Covid, parce qu'il s'était vraiment passé un truc humainement entre eux qui était vraiment très fort, et plus fort même que de partager, que d'assister en tout cas à une médaille d'or. Les relations entre les agents et la presse, les agents d'acteurs et de comédiens, ça aussi c'est un sujet pour tous les journalistes de culture, parce que là aussi les accès sont parfois difficiles. Est-ce que le Covid vous a mis un peu, vous les journalistes de culture, à distance justement de cette population-là ? Est-ce qu'elle en a profité comme les sportifs avec l'équipe pour vous dire Covid oblige, on ne fera pas la conférence de presse, ou on ne veut pas trop vous voir, ou alors de loin ? Non, parce qu'au contraire, ils ont besoin d'exister. Hein. Pour eux, c'est fondamental. Et beaucoup d'acteurs ont été pétrifiés par la solitude, par le fait de ne plus travailler, de ne plus jouer, les tournages interrompus.
Alors, au contraire, ils ont été, on n'a pas eu de problème pendant le confinement, ils ont été très, très, très accessibles et très, très faciles à joindre. Hein. Encore une fois, on a marché un peu main dans la main. Ça n'a pas été une difficulté, ça. Vous avez fait par exemple la promotion du film de Mai Wen. Est-ce que ça s'est fait aussi dans des conditions un peu différentes, la rencontre avec la journaliste, l'interview? Est-ce que vous avez pris des dispositions particulières? Non, pas du tout, pas du tout. C'est Guillemette Odissino qui a fait l'entretien avec Mai Wen. On a même fait une vidéo comme on faisait d'habitude. L'attaché de presse Hassan Guérard a tout fait au mieux. Non, il n'y a pas de différence pour ça, parce que tout le monde joue le jeu au maximum, fait des efforts. Ils savent que la survie du secteur est à ce prix. Donc vraiment, tout le monde... Non, moi la difficulté qu'entraîne le coronavirus, Jean-Philippe parlait du travail, ce qui est compliqué, c'est pour les équipes journalistiques, c'est de continuer à faire un journal avec une partie qui est légitimement en télétravail, avec le coronavirus qui commence à frapper, ou les cas contacts et tout ça. Comment une rédaction, un journal, ça se fait pas tout seul, c'est une entreprise collective. On est plus intelligents ensemble, on a des idées ensemble, en se voyant, en se faisant un clin d'œil dans le couloir. Et là, le fait de ne pas être constamment ensemble, c'est en interne que c'est difficile. En externe, franchement, non. Il nous reste une dizaine de minutes. Si dans la salle, vous avez des questions à poser à Jean-Philippe Leclerc et à Fabienne Pascaud, surtout n'hésitez pas. Vous avez le pupitre qui est en face de vous et vraiment qui vous attend pour vos questions. Il y a une question qui me taraude, Fabienne Pascaud, c'est qu'on est quand même là devant la bibliothèque de la patronne de Télérama et on voit qu'il y a des cartes en gros. Quels sont les ouvrages qui sont derrière vous et quels sont ceux que vous nous recommandez en exclusivité? J'ai une bibliothèque. Moi, je suis 17e par passion, hein, parce que d'abord, je suis critique de théâtre, donc le 17e siècle, Molière, Racine, Corneille, etc. Donc ça, c'est l'aspect 17e de ma bibliothèque. Parce que si on fait le tour de votre salon, il y a 18e, 19e, c'est ça? Il y a surtout 17e. Il y a surtout 17e. Ensuite, c'est classé par hommes et femmes. Vous voyez, c'est bizarre. Hein, et puis par théâtre. Non, ce que je vous recommanderais actuellement, que j'ai lu moi à la rentrée, j'ai beaucoup aimé le livre de Mauvigné. J'ai beaucoup aimé le livre d'Alice Zéniter. J'ai lu pas mal de choses, c'est vrai, je trouve que la rentrée, le livre de Lola Lafont, là, vous me posez la question, alors on n'a jamais d'idée à ce moment-là, mais je pousserai aussi à aller au théâtre, hein, parce qu'il faut soutenir les salles et les comédiens. Lire. Alors, quelles sont les pièces que vous avez repérées pour le public des Assises du journalisme? Qu'est-ce que j'ai repéré ces derniers temps? Touk. Il y a un spectacle très intéressant autour de l'écologie, là, qui se donne, une mise en scène de Philippe Ken, Femme fatale, qui se donne à Beaubourg. Parce que maintenant, les artistes, ils ont compris quand même qu'il y avait des enjeux qui se posaient, qui ne pouvaient plus être tout seuls. Ça a aidé à ça aussi, l'épidémie de coronavirus. Ils ont pensé que la culture avait forcément des liens avec la santé, avec l'écologie, avec l'économie, parce que ça a bouleversé aussi, ça a bouleversé toute la culture, en ce sens que les voyages, les tournées seront moins possibles, faire venir des spectacles étrangers en France sera moins possible aussi. Il y a des choses par respect de l'écologie qu'on ne peut plus faire. Donc, donc je vous conseillerais ce spectacle-là, qui est une réflexion là-dessus et qui se joue actuellement à Beaubourg. Quelles sont les bonnes raisons la semaine prochaine d'acheter l'équipe, Jean-Philippe Leclerc? Est-ce que vous voulez donner un peu envie là à nos... Je me transforme en VRP là. Voilà, exactement. Profitez de la tribune pour nous vendre l'équipe.
Si on a été intéressant pendant le Covid alors qu'il n'y avait pas de compétition, ça veut dire que alors que les compétitions ont partiellement repris, ça veut dire qu'on est encore plus intéressant. Et en plus de ça, on a tiré les leçons du Covid. Donc on essaie de faire un journal effectivement un peu différent, avec un peu plus de profondeur, avec un peu plus d'enquête, de papier un peu long, etc. Parce que effectivement, on s'est rendu compte que voilà, c'était aussi pas mal là-dessus que nous attendaient les lecteurs. Et puis voilà, le sport a repris. Il y a Roland Garros, il y a la Ligue 1. Donc il faut s'intéresser à tout ça. Donc la semaine prochaine, vous pouvez nous dévoiler un petit peu ? Ah, c'est compliqué, nous on fait un quotidien, donc si vous me demandez la une de demain matin, je suis pas capable de vous le dire. Non, mais sur quels événements vous allez couvrir ? Là, il y a Roland Garros, on sera en semaine 2 de Roland Garros. On espère qu'il restera encore un ou deux Français ou Françaises. C'est pas très bien parti, mais... Vous pariez sur qui ? Sur les Français ? Ah, je parie sur personne. Je parie sur personne, voilà, et des très petite quantité d'argent. Mais après, on a une Ligue 1 qui est assez intéressante, puisque Paris a commencé par 2 défaites, donc forcément Paris finira par gagner le championnat, mais ça prendra peut-être un peu plus de temps. Donc voilà, il y a des matchs de Ligue 1 ce week-end qui sont plutôt intéressants. Il ne parie donc sur personne, Jean-Philippe Leclerc. Pas sur les tennisman français. Ouais. Non, bon, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Fabienne Pascaud, grand merci et bonne continuation donc à Télérama. Merci à tous.